Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Fanny Ruet, humoriste, chroniqueuse et évidemment podcasteuse. Elle est en ce moment à l'affiche de son spectacle « On disait qu'on faisait la fête », en tournée partout en France et surtout à l'Olympia le 2 janvier prochain. Je suis solo ici, mais incroyable, incroyable. Et puis évidemment, avec son podcast « Les gens qui doutent », elle et moi, nous avons une mission commune, celle de montrer que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être apprécié pour qui vous êtes. Et que bien au contraire, c'est souvent vos imperfections, votre humanité qui vous connectent aux autres. Et puis tu le dis très bien, ce podcast c'est ton excuse pour rencontrer les artistes que tu aimes. Pardon. Et puis tu le dis très bien, ton excuse... Donc tu le dis pas si bien que ça. Attends. Et puis, tu le dis très bien, ce podcast, c'est ton excuse pour rencontrer les artistes dont tu aimes le travail. Et bien moi, pareil, la preuve. Bonjour Fanny. Eh bien bonjour, merci de me recevoir. C'était laborieux cette... Il y a beaucoup de mots. Hein. Il y a beaucoup de mots et puis ça processe pas très rapidement apparemment de mon côté. Bon, heureusement, là c'est toi qui vas plus parler que moi. J'aurai le temps de digérer chaque mot que je vais te lancer ensuite. Aujourd'hui, on va parler d'un truc super intéressant, la construction de ton spectacle, de ton nouveau spectacle, qui est donc partout en France et le 2 janvier à l'Olympia. Oui. Je continue à faire ça. Que tu as un moment détesté pour à nouveau le réapprécier. Ouais. Hyper intéressant. Ouais, mais en fait, c'était un peu un tout dans ma vie. Est-ce que tu peux nous replonger dans cette période-là ? Comment est-ce que tu l'écris ? Quelle est ta volonté et tout ? Je veux tout savoir. En gros, je passe 1 an à faire des plateaux, ce qu'on appelle des plateaux. Donc, c'est je vais dans des comedy clubs et je fais 10 minutes, puis je fais 10 minutes ailleurs et machin. Donc, comme ça, je travaille des sketchs. Et puis, je mets tout ensemble, j'ai un fil rouge et tout. Et là, je commence 6 mois de rodage. Donc là, je joue 1 heure. Mais les gens, ils savent que c'est en travail. Et donc, je modifie des choses à chaque séance et tout ça. Et donc, pendant 4 mois, ça se passe bien. Sauf que 4 mois, le spectacle, il est censé vraiment se cristalliser et tout, parce que j'arrive à la fin du rodage. Sauf que là, moi, je fais un gros crash psychologiquement. Ça faisait quelques mois que ça allait plus trop. Et là, vraiment, je me prends un tunnel de désespoir. Je vais en Asie, je joue en Asie, je fais 4 dates là-bas. Horrible, 10 des jours les plus horribles de ma vie. En plus, à l'autre bout de la planète, donc loin des tiens, qui pourraient être rassurés et tout. Et quoi. Je suis... non seulement je suis insupportable avec mon entourage, parce que je viens de prendre un nouvel anti-dep, mais qui me rend insupportable, et je me sens trop mal. Je suis malade de tout ce que je mange en Asie, donc je mange plus. Sauf que du coup, je m'évanouis. Et donc, c'est vraiment 10 jours horribles. Et je joue ce spectacle que j'aime pas tant, et je termine les 2 mois de rodage en ne travaillant plus le spectacle. Donc juste je joue la même chose sans plus le travailler. Et donc je me retrouve fin juin, je commence la tournée, je commence à jouer 3 mois à Paris en septembre, et là j'ai un spectacle que j'aime pas. Et je me dis, mais je vais me foutre en l'air. Je rigole, mais c'est horrible. L'angoisse. C'était vraiment l'angoisse totale. Tu croises quelqu'un dans la rue, alors Fanny, ça va. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'en promo, t'es censé dire, ouais, il est super, et nanana. Et là, j'étais là, putain, mais quelle horreur. En plus, je me sentais trop honteuse de me dire, maintenant, il y a plein de gens que j'aime, que j'admire, qui viennent voir le spectacle, et ils vont penser que ça, c'est le mieux que je puisse faire. J'étais là, mais c'est mort, hein. C'est la honte. Ok, on va rembobiner parce qu'il y a plein de trucs intéressants que tu dis en sous-texte. Déjà, dans ton spectacle, tu parles de tes antidépresseurs, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, c'est un spectacle qui te met un peu à poil, au sens figuré. Oui, maintenant, mais je t'avoue, je trouve pas que ce soit hyper personnel, les antidépresseurs, parce que je pense déjà qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui en prennent, que moi, je trouve pas ça du tout honteux ou un tabou ou quoi que ce soit. Sûr. Et que je parle de ce que ça peut avoir de ridicule, à savoir qu'il y a énormément d'effets secondaires qui n'ont aucun sens. Genre, évidemment que t'es moins déprimé si tu dors 14 heures par jour, c'est juste t'es moins conscient, en fait. Moins le temps. Mais oui, c'est ça, t'as plus le temps d'être triste. Et des trucs comme ça. C'est tellement vrai. Mais ouais, en fait, moi j'en ai testé plusieurs d'antidep et chaque fois c'était genre un tu préfères. C'était genre tu préfères ne plus avoir de libido ou je sais pas, attends, j'ai eu quoi d'autre ? Ce qui rend pas très heureux, objectivement. Ouais, c'est ça, ça quand même enlève une bonne grosse dose de fun de la vie. Tu vois ? Et donc je parle de ça dans cette optique, pas de il faut prendre soin de sa santé mentale et tout, parce que ça,
j'ai l'impression que c'est un peu acquis et je crois que mon public, il le sait en vrai. Et donc, plus dans l'aspect, putain, les gars, on est vraiment des bons débilos. Venez, on en rigole. Ouais, c'est ça. Mais ça, je crois que c'est aussi... Moi, c'est ma vision du développement personnel. C'est un truc que j'aborde pas mal en ce moment. C'est ultra nécessaire, le développement personnel. Ça nous a tous fait beaucoup de bien, mais j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de super sérieux, quoi. Ça y est, je change ma vie, je me mets à faire un marathon, je lis des bouquins, je fais du yoga et j'oublie de me taper des barres. Alors que parfois, juste prendre du recul sur soi pour se voir un peu moins dans son petit nombril et prendre du recul et en rire un bon coup avec les autres, bah, je crois que c'est ça aussi le développement personnel, tu vois. Ouais, mais je crois qu'on a tendance, en tout cas moi je l'ai ressenti très fort ces derniers mois, à prendre le développement personnel comme un travail. Mais oui, c'est ça. Et genre, moi, j'étais arrivée à un stade dans ma vie où j'avais une to-do list par jour de il faut que je boive 3 litres d'eau, il faut que j'ai fait du sport, il faut que j'ai pas bu d'alcool, il faut que machin. Et genre, vraiment, c'était rigide. Et à un moment, j'ai saturé de ça. Et maintenant, je suis en mode, tu sais quoi, je vais juste boire de l'eau. Et factuellement, pour rester en vie, il y a une idée intéressante. Et je suis moins intense sur le sport et tout. Et j'essaye de... Parce que ma psy m'a fait remarquer ça. Elle m'a dit, meuf... Enfin, elle m'a pas dit meuf, mais elle m'a dit, tu te rends compte que tout ce que tu fais, c'est toujours dans la douleur. Genre, je fais du sport, je déteste le sport. J'aime pas aller courir. C'est aucun plaisir. Mais je le faisais tous les jours. Wow. Et alors qu'il y a des sports que j'adore en fait, le foot, le paddle, le tennis et tout, j'aime trop ça. Elle m'a dit mais pourquoi tu te fais chier à aller courir alors que vas-y va faire du foot en fait. Putain, c'est trop ma vision des choses. Je fais du ping-pong maintenant pour c'est trop bien le ping-pong. Je te jure, depuis 3 ans. Et genre, je rentre chez moi, je suis dans mon lit, j'ai mes petits doigts de pied qui font comme ça. Moi, j'ai trop... D'ailleurs, ce soir, j'y retourne et demain soir. Ah putain, ouais, t'es intense. Ah ouais, alors je suis vraiment une brêle par contre. Mais moi, j'aime pas du tout courir non plus. Et ça tournait qu'autour du fait d'être dans un contrôle de soi. Ouais. Et en fait, si t'as déjà un caractère comme ça, il y a un truc où t'es complètement bloqué. Et c'est là où mentalement tu te bloques et tu le dis, le mot cristallisé, il est trop vrai. Et ça revient à choisir un sport que tu kiffes, à retrouver la joie et un truc un peu enfantin et de lâcher prise. Et... Ouais, mais je sais pas, toi c'est peut-être pareil, mais c'est plus facile d'être dans le tout ou rien que dans le milieu. Juste aller faire du sport une fois, machin. Non. Non. C'est soit, en fait, j'ai pas envie d'y aller. Donc, soit je me force tous les jours, soit j'ai pareil pour l'alimentation. Mais après, t'es dégoûtée, donc tu fais tout l'inverse. Ouais. Et non, mais c'est dur de trouver des justes milieux. L'alimentation, c'est un grand sujet aussi. Moi, j'ai fait pendant longtemps Alors, j'ai appris le terme il y a pas longtemps, mais évidemment que quand t'es jeune adulte, tu sais pas, tu manges juste des bols de lentilles tous les soirs. Je faisais de l'orthorexie. C'est pareil. Tu viens de l'inventer. Non. C'est une région d'Afrique, c'est la meuf qui panique. L'orthorexie, c'est l'ultra-contrôle de sa nourriture. Et moi, ça me rassurait de me dire, ces 3-4 plats-là, je les connais, je connais leurs calories, je sais qu'ils calent. Donc, j'y pensais longtemps à l'avance de ce que j'allais manger dès 16h30 pour le soir. Et tu sais, j'étais toujours dans ce truc de contrôle à mort, quoi. Ah ouais, mais moi je suis pareil. Enfin, déjà, j'aime pas cuisiner, mais dès que je suis chez moi le soir, je sais que pour pouvoir manger un peu ce que je veux à l'extérieur, chez moi, ça va être poulet légumes. Oh, bah, tu vois. Et tous les soirs où je suis chez moi, c'est ça. Ma meuf, elle en peut plus. Elle est en mode, vraiment, je mange pas chez toi. Ouais, c'est sinistre. Mais surtout que j'essaye même pas de les améliorer, de les faire bien, tu vois. C'est juste, je mets du curry dans tout et je suis là, c'est délicieux. Mais ça doit être infâme. Alors moi, j'ai eu ma grande période et j'aimerais bien être sponsorisée par HelloFresh, mais non, j'utilise avec mon propre argent. Mais ça a duré 3 ou 4 mois, je mangeais tous les soirs des pâtes pesto rosso cheddar. Pourquoi ? C'était bon et c'était facile et ça allait vite. Mais attends, ça c'était pas HelloFresh ? Non, justement, c'est le moment où je me suis dit, peut-être, honnêtement, qu'il faut un petit peu changer ton alimentation. À la fin, mon système sanguin était à 20% composé de pesto rosto. Tu vois. Déjà, j'adore. Non, oui, c'est sûr que c'est délicieux, mais c'est peut-être intense. Mais je change un peu. Et c'est là où j'ai découvert HelloFresh, justement, pour varier les recettes. Et ça m'a coûté pendant quelques mois une blinde, mais c'était l'idée d'amorcer quelque chose, quoi. Moi, j'ai fait ça aussi quelques mois.
Et le truc, c'est qu'avec c'était ma meuf de l'époque, on a toutes les deux pris du poids parce qu'en fait, les portions, elles sont bien fat. Hein. Ouais, sauf que moi, je sais pas laisser l'assiette. Ah, si j'ai, je mange. Donc, ouais. Moi, je me faisais 2 repas parce que, par contre, moi, j'étais bien solo. 2 repas, donc ça m'en faisait 6. J'essayais de justifier le truc comme ça. Et je varie maintenant entre 3 ou 4 plats. J'espère que t'es fière de moi. C'est pas avec ça que tu vas te faire sponsor. Hein. C'est cher de ouf. Anyway, tout ça pour dire que t'es dans cet ultra-contrôle, ce que j'entends complètement, qui doit aussi répondre à une forme d'anxiété, parce que dans ton métier, il y a plein de trucs que tu peux pas maîtriser. Donc, les rares choses qui te restent à maîtriser, mais c'est normal d'avoir envie de les contrôler, quoi. Ouais. Maintenant, là, à l'époque où j'allais pas bien du tout, j'étais pas dans le contrôle. Là, je contrôlais plus rien du tout. C'était juste l'effet inverse. C'était, je fais ce que je peux, et puis on verra. C'est après où j'ai bifurqué totalement de l'autre côté, où là, c'est devenu ultra contrôlé. Et maintenant, je lâche un peu en mode, ça roule, t'as plus rien à prouver à personne. Ça fait du bien. Laisse-toi un peu et fais des trucs qui te font kiffer, quoi. Waouh. Mais ouais, non, c'était... alors, on parlera un peu plus tard de cette fin. T'es en train un petit peu de nous raconter le cliffhanger déjà. À la fin, elle va bien. Mais qu'est-ce qui précède ces mois avant ces 4 dates en Asie où effectivement tout est galère à gérer entre le nouveau médicament qui a un impact hyper fort, le fait d'être loin de ta famille, le fait de ne pas pouvoir manger comme t'aimes. Moi, ça m'aurait fait péter un câble. Ouais. Tu ressens comment ces mois précédents, les petits signaux que ton corps te dit de ralentir et de... Je sentais qu'il y avait des trucs, genre j'avais l'impression déjà depuis quelques mois que l'antidep que je prenais à cette époque-là, c'était peut-être plus assez. Et j'avais l'impression que chimiquement, juste, j'arrivais plus à ressentir vraiment de la joie, de l'exaltation. Et donc tout était un peu morne, un peu nul. Même quand j'étais censée être hyper contente de quelque chose, c'était toujours assez plat. Et puis je sentais que là, j'avais plus de psy à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que j'en ai recontacté. D'ailleurs, j'étais tellement désespérée d'en trouver que j'en ai contacté plein. Et au final, j'en avais 3 en même temps. Ouais. Et donc, ouais, je me sentais pas bien. J'avais plus trop d'appétit pour la vie, de manière générale. Et surtout, je sentais qu'il y avait des trucs un peu que j'avais mis de côté pendant des années, que j'avais mis sous le tapis, qui commençaient à remonter. Et tu vois, ça se craquelait. Et je me disais, ouais, il y a un moment, ça va péter. Et vraiment, c'est le genre de moment où je me disais, il y a un monde où on annule la tournée, quoi. Il y a un monde où terminer mon soir, je suis pas capable, quoi. Ça frôlait quasiment le burn-out, même. Quand j'étais en Asie, j'étais tellement mal, j'ai regardé s'il y avait moyen de se faire interner quand je rentrais en Belgique. Vraiment, j'étais en mode, il faut que ça s'arrête. C'est pas possible. Ma peau. Ouais, non, c'était... Et ouais, l'Asie, c'était le point culminant de tout, quoi. Putain, en plus, c'est assez violent parce qu'il y a une équipe derrière toi, donc il y a cette pression. Et puis... tu cartonnes en ce moment, mais du coup, il y a aussi cette pression de se dire, faut pas qu'on m'oublie, alors il faut que je continue de cartonner. Et ça devait faire beaucoup pour toi qui cérébralisais tout à l'époque. De ouf, c'était compliqué. Donc là, j'ai vraiment pété un câble, en fait, et je me suis dit... En fait, la solution, ça a été... Alors déjà, c'était horrible parce que 3 semaines après, j'ai rompu avec ma meuf. Donc c'était vraiment la vache. Et là, j'ai lâché. Là, je me suis dit, tu sais quoi, je m'en bats les couilles. Tant pis, pendant 1 mois, j'ai fait que fumer, boire, je sortais tout le temps, je faisais n'importe quoi. C'était trop bien. C'était vraiment, je ne faisais rien qui avait un rapport avec le travail, je m'empêchais de quoi que ce soit. Et donc j'ai profité de ouf en essayant à tout prix, parce qu'au début c'est dur en vrai, parce que ton cerveau il a toujours... De t'autoriser à profiter. Ouais. Moi, mon cerveau, il partait toujours dans « Ah, je pourrais parler de ça sur scène. Je pourrais faire ça. » Et il m'a vraiment fallu plusieurs semaines, plusieurs excès aussi, pour dire « Tu sais quoi, là, t'as plus le contrôle. Let it go. » Et vraiment accepter ça. Et puis, au bout de quelques semaines, là, alors non seulement j'ai changé de médication, rajouté un truc et tout, qui faisait que déjà, chimiquement, ça allait mieux. Et puis après, août, je me suis vraiment mis une pile... à me dire, ok, là, t'as 1 mois. Je m'étais calé 4 dates de rodage, les toutes dernières. Comme ça, je me disais, ok, t'as une deadline. T'as 1 mois, ouais. Ouais.
Voilà, t'as 1 mois pour tout refaire. J'ai jeté une demi-heure du spectacle, j'ai réécrit une demi-heure. J'ai tout testé tous les soirs, j'étais en comédie club. J'écrivais la journée, je testais le soir, j'écrivais, je testais, j'écrivais, je testais. Et j'ai enfin trouvé le déclic, le truc qui allait pas dans les spectacles, ce qui manquait et tout. Et à la fin, et pendant ce mois-là aussi, j'ai été militaire sur tout. Et d'ailleurs, ça a continué pendant 2-3 mois, ça sport tous les jours. Je buvais pas d'alcool. Ouais. Je mangeais poulet légumes tout le temps, hyper. Oui, ouais. Ça, avec du curry. Oui, beaucoup. Et des fois, du thym. Et oui. Ah oui, ça allait mieux. Ouais. Et vraiment, je me suis mis dans un truc où je n'ai pas le droit de dépasser du rang parce que sinon, c'est foutu. Et juste, je me suis dit, ok, là, ça va être désagréable pendant 1 mois, mais après, tu seras tellement fière de toi. Et en effet, quand j'ai après fait la dernière date de rodage et tout, j'avais une grosse date qui était plus censée être du rodage dans une salle de 500. Je me suis dit, ouais, là, c'est la première grosse date de la tournée. Et là, vraiment, quand je suis sortie de scène, je me suis dit, putain. Là, tu kiffes. Ouais, là, je l'ai, le spectacle. Là, il est bien. Là, il y a encore des petits peaufinages à faire. Mais il est beau, j'en suis fière. Ouais. Et je vais partir en tournée avec un truc que j'aime et que je vais être fière de montrer. Et ça, putain, mais le soulagement de se dire que je vais pas me détester pendant 1 an et demi. Putain, quoi. Ah, ça, c'était vraiment, je me sentais tellement apaisée de ça. Mais alors, attends, dans ces 30 minutes que t'as jetées, qu'est-ce qui te correspondait plus ? Aucun souvenir. Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. Blackout, le truc. Ouais, non, je sais plus. Je sais plus du tout ce qu'il y avait dedans, en vrai. Et si tu regardais ces blagues d'ici 2 ans, tu penses que tu pourrais les revoir avec un regard différent ? Peut-être, oui, peut-être que c'était juste pas pertinent pour ce moment-là, ou peut-être que c'était juste des trucs. En soi, peut-être que j'ai coupé des bouts que j'ai mis sur Instagram, j'en sais rien, parce que vraiment, je sais plus. Il faudrait que je regarde les brouillons de l'époque. C'est intéressant en plus parce que si tu mets une date, c'est quand même la toi d'une époque à un instant T, quoi. Ouais, et puis en voyant maintenant où je suis allée, donc me dire, ah ok, je suis partie de ça, j'avais pas encore pensé à ça. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais j'ai surtout vraiment réécrit une demi-heure de, ok, il s'est passé des trucs dernièrement dans ma vie, c'est là que j'ai écrit la partie sur les antidépresseurs, c'est là que j'ai écrit un gros bout sur, vu que je recommençais vaguement à dater et tout, je parlais de ça. Et ouais, j'ai une bonne demi-heure qui s'est rajoutée, quoi. Putain, c'est dingue, c'est comme si ton corps avait rejeté une version de toi qui n'existait plus et que tu étais en train de mettre sur scène. J'avais jamais vu ça comme ça, mais oui. Mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, tout à fait. Putain. C'est dingue comme ton art, quand t'es humoriste, c'est vraiment une extension de toi, d'un instant T. Et en plus, comme tout part de toi, que t'es vraiment objectivement seul en scène, si l'énergie n'y est pas, même si la blague est incroyable, rien ne va sortir de la bonne manière. Ouais, c'est chaud de faire rire quand toi, t'es au fond du fond. L'année, attends, c'est quoi ? C'était, je pense, il y a 4 ans. Je faisais la tournée de mon premier spectacle et j'ai ma première date à Paris. Et Paris, ça m'a toujours énormément angoissée. Maintenant, ça va beaucoup mieux et j'aime bien. Toi, tu viens de Belgique, c'est ça ? Ouais, je viens de Bruxelles. Et puis le public, il est différent entre... Paris, je le trouvais vraiment sinistre, le public. Ouais, je reconnais assez bien le Parisien de base. Ouais. Et puis surtout, avec le recul, maintenant, je trouve mon spectacle, il n'était pas ouf le premier. Oui. Donc voilà, peut-être je suis un peu dure. Il y avait des passages qui étaient super, mais globalement, je trouve que c'était un premier spectacle de stand-up. Donc voilà, les gens n'étaient pas... Il n'y avait pas une standing en permanence. Voilà, je comprends. Mais du coup, j'avais peur de Paris et vraiment, c'était obsessionnel. Et là, je commençais une série où je jouais 2 fois par semaine pendant plusieurs semaines. Et je me sentais tellement mal. Et je suis arrivée à la salle. J'ai appelé, je crois que c'était mon ex, en mode ça va pas du tout, je me sens trop mal. J'ai commencé à chialer. Je n'ai plus réussi à m'arrêter. Et donc, je suis arrivée à la salle en larmes. Les yeux bouffis. Ouais. Je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Et mon équipe était là. Il y avait mon manager qui était venu de Belgique et tout, en mode surprise. Je suis rentrée à la loge en larmes. J'avais ma tête sous le robinet pour essayer qu'on ne voit pas que j'avais pleuré et tout. C'était horrible. Et au final, j'ai fait la date. Et ça s'est quand même relativement bien passé.
Mais cette pression de se dire, là, je m'engage dans quelque chose pendant des mois, c'est vraiment un truc de faut être solide et être fier de ce que t'as fait, parce que sinon, putain, c'est dur. Hein. Non, mais c'est un taf de zinzin d'être humoriste. C'est... Il y a un truc, si les gens rigolent pas, ils t'aiment pas. Mais tu oui, vois, mais bien sûr que oui. Et puis t'as beau dire non, je le prends pas personnellement. Bah, si, bien sûr que si. Hein. Moi, si les gens ils aiment pas mon spectacle, ils n'aiment rien de moi. Hein. Impossible. C'est vraiment c'est ce que j'ai de mieux là. Oui, c'est ça. Ça vous a pas suffi et là tu revois tes blessures d'enfance en pleine gueule, quoi. Ouais, de ouf. Tous les humoristes que j'ai reçus sur la leçon m'ont tous raconté un moment où vraiment le bide, intersidéral, et des années plus tard, ils sont capables de dire l'odeur de la salle, quelle est la tête des gens devant. Enfin, ça marque au fer rouge et c'est normal. C'est quand même un exercice où tu arrives devant les gens et t'es en mode, bah vas-y, juge-moi et dis-moi ce que t'en penses en direct. Ouais. Maintenant, je trouve les bides... Moi, il y a un truc que je trouve hilarant là-dedans, quand même. Ah ouais? Parce que... Oui, c'est des... T'arrives à prendre le recul dessus? Moi, les 2 plus gros bides que j'ai eus, en fait, je trouvais ça trop marrant parce qu'il y avait un truc de... Les gars, je passe un mauvais moment, vous passez un mauvais moment, et pourtant, on va aller au bout. Pourquoi? Venez, on tu vois par là. Mais ouais, mais il y a un truc de... Pourquoi on s'inflige ça? Et vous et moi, vas-y, on se fait une bouffe à la place. Tu vois. En fait, il y a un truc tellement ridicule que je trouve ça marrant. Et il y a un truc de t'es là, oh putain, allez, vas-y, je fais mon truc parce que je dois. Et puis voilà, mais c'est... Et t'as réussi à reprendre le contrôle d'une soirée qui partait d'un bide où justement, en disant, bon, bah, c'est un peu à chier, vous rigolez pas, moi non plus, ça t'est déjà arrivé, ça? Heureusement, c'était pas mes spectacles, c'était des plateaux. Et du coup, je faisais 10 minutes et puis terminé. Et putain, puis... c'est long 10 minutes, hein, quand même. Oui, mais... Par rapport à 1h20, oui, franchement, ça va. Ouais. Franchement, ça va. Ouais, mais 1h20, les gens, ils viennent pour Fanny Ruet. Oui. Donc là, c'est pire s'ils rigolent pas. Parce que là, mais c'est plus rare aussi. Oui, mais du coup, ça arrive pas... Mais c'est horrible, je suis d'accord. Oui. Mais c'est juste que, là, en plateau, tu vois tout le monde galérer et tu sais que tu vas droit dans le mur. Hein. C'est genre plus... Tu te dis, bah, ça va être horrible. Puis quand tu montes, t'es là, bah oui, c'est horrible. Je suis pas drôle, mais je suis smart. At least, I have that for me. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ou alors, juste, c'est pas le bon public. Enfin, moi, le premier bide interplanétaire que je me suis pris, c'était à Rochefort, en Belgique, un festival où, déjà, c'est en pleine campagne et il y a que des gens de genre 80 ans. Ah oui, d'accord. Donc et moi, j'arrive avec mes blagues de cup du premier spectacle, les gens, ils ne comprenaient pas ce que je disais. Ouais, ça fait longtemps que, en plus, le sujet n'est plus abordé, quoi. Et vraiment, en fait, ils ne comprenaient pas ce que je disais, donc j'étais là, bon, bah, je fais mon temps, et puis terminé, bonsoir. Et ouais, et là, j'ai regardé mon manager en mode, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je te remercie, surtout. Ouais. Mais heureusement, c'était il y a longtemps, quand même. Ouais, t'arrives à rigoler en te disant, ok, c'est un instant T, et en vrai, ça me définit pas. Ouais. Oui, parce que je sais que je passe énormément de moments où c'est trop bien et où j'ai l'impression de servir à quelque chose et d'amener quand même quelque chose aux gens. Quoi. Donc, bien sûr. Donc ouais, ça contrebalance. On dira pas qui, mais ça t'est déjà arrivé sur ton podcast d'avoir des épisodes où tu t'es dit « Waouh, est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête là ?» Pas à ce point-là, parce que j'ai jamais eu de gens, par exemple, désagréables qui sont en promo et tu vois que ça les fait chier et tout. Ça, j'ai jamais eu parce que j'ai déjà dit à un invité, si ça te saoule, on arrête. Enfin, si ça te saoule, on le fait pas. Ça t'est déjà arrivé. Mais oui, mais parce que la personne était épuisée d'être en promo. Ah ouais, je comprends. Et donc je lui ai dit, franchement, j'ai pas envie que ça te saoule. Donc elle a dit, non, t'inquiète, vas-y, on le fait et tout. Et au final, c'était un chouette épisode. Bah ouais. Par contre, j'ai déjà eu un truc où soit la personne est en pilote automatique sur son discours de promo. Ouais. Ça, c'est souvent le cas avec les gens très connus qui font beaucoup d'interviews, les chanteuses et tout. Qui te regardent pas dans les yeux d'ailleurs. Souvent, il y a une sorte de truc où... oui, c'est vrai. Tu sais, ils te regardent, mais en fait, ils regardent là. Ouais. Ils regardent au-dessus de toi et t'es... Ouais, c'est genre, il y a un prompteur sur ta tête, quoi. Un peu. Ouais. Oui, ça, oui. Ou alors, quelqu'un que je trouve immensément intéressant, mais on s'est juste pas croisés. Ouais. C'est juste ça. Y a le moment... Juste, ça se mettait pas. Je crois qu'on est trop similaires dans la vie. Et que vu qu'aucun de nous deux est rempli de joie de vivre, on était juste tous les deux très calmes et très genre,
Et ça, ouais. Une tisane nuit calme, oui, du coup. C'est ça. C'est drôle Et parce que je vois trop ce que tu veux dire. Alors que c'est une personne tellement talentueuse et hyper intelligente. Moi, ça m'est arrivé. En fait, je me suis rendu compte, d'ailleurs, j'ai une grande réalisation tout à l'heure en écoutant ton épisode d'un bon moment avec Kian et Navo. Ouais. Je pensais être une introvertie. Et lorsque tu parles de l'introversion, je réalise que moi, c'est pas tout à fait ça. Je pense que je suis quelqu'un profondément d'hypersensible. Et donc, du coup, un rien est très, très important chez moi, tu vois. Et je ressens très puissamment les énergies des gens. Et si quelqu'un est extrêmement timide, bon, bah ça y est, je vais être totalement timide. Ah ouais. Ah, mais bien sûr. T'es une éponge. Ah, mais une éponge qui ne sait pas. Ah oui. Et ça m'est arrivé, je te dirai son nom ensuite, tu vas halluciner parce qu'on ne s'en rend pas compte. Un acteur extrêmement connu. C'est la personne la plus timide que j'ai rencontrée de ma vie. Là, t'es en train de chercher dans ta tête. Ouais. Je pense que ça t'étonnera quand je te dirai qui. Et il était tellement timide que non seulement, mais adorable, hein, vraiment, mais il ne terminait pas ses phrases. Philippe Catherine. Non, j'aurais adoré. J'aurais adoré l'avoir et je l'ai pas encore réussi. Mais je saurais que faut que je termine ces phrases apparemment à sa non, je place. sais pas, mais je me suis dit peut-être... Ça balance, mais Ah des non, balles je n'en réelles. sais rien. Je n'en sais rien, mais je me suis dit, vu qu'il a l'air un peu foufou, peut-être qu'il est au contraire justement très réservé et que ça peut étonner. Typiquement, les gens foufous comme ça, il y a des journalistes qui vont réussir à recadrer le débat et tout. Alors moi, mais je pars avec la personne. J'ose pas déranger. Enfin, vraiment... Voilà, c'est bien le podcast pour moi. La radio, je suis pas certaine. Ouais, mais la radio, en vrai, une fois que t'as fait du podcast, tu pètes un câble en radio. Je sais. Parce que t'es là, comment ça, j'ai 6 minutes. Ouais. Mais il y a même pas une question en 6 minutes. Et c'est long. Oui, en radio, c'est énorme, 6 minutes. T'as de la chance. Ouais. Mais ouais, non, c'est... Tu peux pas dire... Hein. Putain, j'ai découvert que j'étais explicite sur iTunes récemment. Moi, comme Eminem. Oh my god! Slay! Slim Shady! I know, right? Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais écoute, c'est vraiment le cri du cœur. D'ailleurs, j'ai réécouté récemment, j'étais fan d'Eminem quand j'avais 12-13 ans. Et j'ai réécouté des trucs et j'étais en mode, waouh, je dansais là-dessus à 12-13 ans. Ouais? Ah ouais. T'as quel âge, ça? J'ai 34. Ok. Ah ouais, moi, Eminem, je suis un peu passée à côté. Toi, t'as 33, moi, c'est c'est ça? un gangster, quoi. Écoute, faut croire que j'avais déjà un goût très prononcé masculin. I don't know. Tout ça pour dire que ce mec extrêmement timide, donc ne terminait pas ses phrases et ne me regardait pas, il faisait comme ça, et ben moi j'ai commencé à ne plus oser le regarder. Oh, je faisais que des débuts de phrases aussi. Et donc comme tu dis, on se croisait, puis je suis ressortie et j'étais pas du tout stressée avant d'arriver et j'ai tellement ressenti son énergie que j'ai vibré pareil, quoi. Mais c'est intéressant justement de voir que les gens où on pense qu'ils ont tout pour réussir, pour ne pas avoir de doute et tout, tu vois qu'en fait, c'est des gros stressés de la vie, quoi. Exactement. C'est pour ça que ton podcast, il est si génial, en vrai. Bah, ici aussi, moi, avec Clapiche, ça m'avait marqué. Mais oui, adorable. Tellement adorable. J'étais là, mon bébé. Oui. Alors que le mec, maintenant, il a tellement de trucs, quoi. Mais c'est fou de voir que les gens, ils s'en sont pris plein la gueule. Et pour rappel, Cédric Clapiche, on lui a dit... Vous serez jamais réalisateur. Ouais. Quelqu'un de très prophétique qui avait le nez creux. Et ouais, le nombre d'acteurs extrêmement timides dans la vraie vie, alors ça me fascine, tu vois, parce que être capable de se mettre en scène devant une caméra, de jouer un rôle, putain, il faut une confiance en soi pour pas bégayer, pour être vraiment ancré dans ce que l'on va jouer, le personnage, etc. Parfois de l'ordre de la séduction, et être quelqu'un d'aussi timide dans la vraie vie, mais limite, c'est 60% des acteurs que j'ai reçus. Je sais pas toi, mais moi, à chaque fois, ça me bluffe, quoi. Moi, j'ai pas reçu beaucoup déjà que des actrices, je crois. Beaucoup d'humoristes, des chanteurs, des auteurs, mais non, acteurs, actrices, pas beaucoup. Parce qu'en fait, c'est tellement un milieu opaque pour moi. Que là, tantôt, j'ai fait un épisode avec Nadia Tereskevich. Oui, qui est d'une beauté. Oui, et puis elle est tellement brillante et gentille. Et c'est vraiment un petit chat. C'est fou comme ça se ressent sur son visage. Oui, elle est lumineuse tout le temps. Et avec elle, c'est la première fois où vraiment, j'ai quelqu'un qui m'explique,
ok, comment je me sens quand je joue ça, comment je fais pour ça, comment... Et là, c'est la première fois où je me suis dit, ah ok, c'est ça être acteur ou actrice. Ouais. Alors qu'avant, pour moi, j'étais là, mais comment ça tu joues un autre rôle? Comment ça tu veux être enfin... Parce que moi, je raconte ma vie. Oui, et vraiment, c'est pour ça que je pense que je me sens pas trop légitime de recevoir des comédiens. Nadia, c'est parce qu'on se connaissait vite fait d'avant. Mais sinon, ça me fait tellement peur d'aller sur des trucs que je ne maîtrise pas. Ah ouais. Donc, ouais, musique, j'aime assez bien. Je suis un peu au courant et tout, donc ça va. Littérature, je me sens très conne quand je parle, genre Alice Zeniter, qui est merveilleuse et tout, qui est trop forte. Et ouais, je me sens vite complètement dépassée. Et en plus, souvent, les auteurs... Alors non, il y a une catégorie un peu conne qui a envie de rester dans l'entre-soi et qui, justement, se nourrit un peu de ce truc pédant, tu vois. Mais le reste des gens, ils ont envie, au contraire, d'expliquer, d'avoir un langage différent, de sortir... Des journalistes ultra pointus, ils seraient mais tellement heureux, je pense, d'en discuter avec toi. Donc c'est toi qui te raconte un truc dans ta tête, oui, sûrement, tu vois. Mais ouais, Vraiment, j'ai vite peur de ça. T'as pas peur, toi, des fois, des invités où tu te dis, s'il part dans son sujet un peu trop pointu, je n'ai aucune idée? Alors non, parce que tous les... Putain, j'espère que ça va pas m'enlever des tafs par la suite, mais quasiment tous les tafs que j'ai faits, c'était du fake it until you make it. Mais évidemment, alors ça, clairement, personne va te blâmer pour ça. C'est le principe de ce métier. J'ai bossé avec l'armée. Mais je te jure. Et je sais pas pourquoi ils viennent me chercher. Et arrivé sur place, on m'a dit que ma voix était trop aiguë. Donc du coup, j'ai... Ah non, mais cette histoire est hallucinante. J'ai dû dire « Bonjour, colonel !» Comme ça. Non mais oui, il m'est arrivé tellement de trucs où à chaque fois, vraiment... Je suis tellement pas à ma place, je suis paniquée. Je le fais quand même que maintenant, je me dis, franchement, à ce stade, je peux tout faire. Ah oui, oui, je capte. Oui, puis en soi, la chance qu'on a, c'est qu'on pose des questions aux autres. Ouais. C'est dur d'avoir l'air débile juste en posant les questions et en devant pas répondre. Je pense aussi que... J'ai un papa qui m'a toujours dit, j'avais pas un papa très encourageant, qui était toujours dans une logique de tu manques de culture, etc., etc. Donc j'ai toujours eu ce truc de faut absolument que je lise plein de livres parce que c'est jamais assez. Et donc j'ai cette chance-là de m'être construite une culture littéraire qui me sort de beaucoup, beaucoup de choses. Parce que le nombre de dîners où j'étais en mode, oh la vache, je comprends rien, et tout d'un coup, tu fais une citation d'un bouquin un peu, tu vois, et ça passe comme ça, et bah, c'est un peu de l'acting, quoi. Mais... Toi aussi, des fois, tu ressors la même ref à tous les dîners, comme ça. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Mais le saviez-vous? Et c'est à chaque fois du Mona Cholène. C'est à chaque fois du Mona Cholène. Dans notre gestion des invités et de ces moments où on se sent pas légitime, c'est quand même dommage que tu te brimes, enfin pas que tu te brimes, c'est pas le terme, mais que tu te fermes la porte à des invités avec qui ça pourrait être hyper intéressant et justement comparer vos points de vue avec deux métiers peut-être un peu différents, tu vois. Ouais, mais en fait, je suis très mal à l'aise vis-à-vis du fait que moi, je trouve ça hyper chiant la promo quand les gens n'écoutent pas. Déjà, je trouve qu'il y a énormément de journalistes qui n'écoutent pas tes réponses. Ils te posent des questions, ils n'écoutent pas, et donc c'est hyper tac, 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 ok, et c'est pas des discussions. Ouais. Et je me dis, si moi, je suis pas capable d'avoir de la répartie sur ce qu'ils me disent, ils vont trouver que c'est comme ça, et donc ils vont trouver ça chiant. Et j'ai pas envie que ce soit un truc de promo random. J'ai envie qu'ils passent vraiment un bon moment parce que j'ai besoin de prouver ma valeur aux gens. Moi aussi. Et j'ai besoin qu'ils m'aiment. Ça va, Fanny, tu m'aimes bien. Tu pourras me faire un petit report à la fin de ce que t'as pensé de moi. Je mettrai des étoiles sur Spotify. J'ai une bonne image. T'es déjà en train de te dire, franchement, ça vaudra pas le coup parce que je vais pas poser les bonnes questions, alors que je pense pas... Tu sais, même les gens qui écoutent, parfois c'est chiant, les questions ultra philosophiques. Oui. Parce que combien de journalistes aussi, parce que je l'ai fait, je sais, essayent de se mettre en valeur face à leur invité. Ouais, à partir du moment où tu comprends pas 2 mots dans la question. Voilà, c'est ça. Ça m'est arrivé, moi, de le faire avec l'épisode avec Mr. Brainwash. J'ai fait un épisode avec lui. C'est un street artiste très connu et qui parle vachement en mode conceptuel. Et ça m'a foutu une pression de malade. Parce que j'étais en mode, je comprends pas tout et je me sens pas à la hauteur, justement, parce que je le voyais vraiment partir dans du philosophique. Et j'ai coupé les 3/4 de ce que j'ai coupé, en fait, c'est mes questions. La honte, quand je me suis réécoutée. Parce que j'étais en mode...
Est-ce que tu penses pas que l'épreuve du temps est plutôt un temps qui est à l'épreuve? Tu vois, je sais des trucs comme ça. Et vraiment, à la fin de ma question, je me disais, mais j'ai honte. Ouais, je capte. J'ai honte. Ouais, des fois, j'ai ça et je me dis... Quand t'es pas bonne intervieweuse, t'as intérêt d'être bonne menteuse. Et quand t'es ni l'un ni l'autre, bah, tu coupes tes passages. Ouais. Mais des fois, je dis un truc, puis je fais le montage dans ma tête, quoi. Ouais, pareil. Pareil. Ça Bah, la dégage. blague que j'ai fait tout à l'heure, déjà, je sais que ça dégage. Anyway, tu passes cette partie-là et tu te retrouves et ça y est, tu prends enfin plaisir à écrire à jouer plutôt ce que tu as écrit. Qu'est-ce que tu tires de ce moment-là? Il y a Taratata qui... Taratata, Oui, au complet. Taratata. Tarama, parfois aussi. Taram, comme Taram et le chaudron magique. Oh, j'adorais. Pour moi, c'est une terreur de mon enfance. Pourquoi? En fait, c'est hyper effrayant, hein, ce truc. Alors moi, j'avais la cassette audio, donc je suis pas capable de dire... Mais l'image, à un moment, il y a un chien qui ressemble un peu à Taratata. Celui de la sorcière? Non, c'est un gentil. Je me rappelle. C'est un gentil et genre il se fait jeter dans un chaudron ou je sais pas quoi. Audio, encore une fois, je suis désolée, mais le chien, je crois qu'il meurt. C'est horrible. Non, en tout cas, il y a un moment vraiment violent. Donc ouais, moi je... Bah après, l'instinct de survie de Tara est pas hyper développé. Ah ma beauté, c'est bien là. Putain, elle a tellement le syndrome du personnage principal, Tara. Elle a bien raison. You go girl. T'as un chat toi en plus? Oui, j'ai un chat, il s'appelle Timothée Chalamet. Ouais. J'adore. T'as un prénom composé directement. Oui. Ok, Timothée Chalamet. Et parfois c'est Cham Cham, Tim. Tim. Alors pour l'instant c'est Tim Tom. Ok. Aucune idée de pourquoi rajouter des syllabes, mais ouais. Sinon quand je l'engueule, là c'est Timothée Chalamet au complet. Ça veut dire mes voisins ils entendent gueuler Timothée Chalamet. Zistin, Fanny, elle pèse. Ouais. Elle a des potes. Pourquoi est-ce que je parlais de chat? Reconcentre-toi. C'était qu'est-ce Colline que ça t'a Grusini. appris cette période-là? Ouais. Ça m'a appris que déjà j'étais capable d'avoir une discipline sur le court terme quand je sais pourquoi je le fais. Ouais. Et ça c'est méga important et je me disais, enfin c'était un peu les trucs que j'avais pendant mes examens à l'école en fait. Concrètement c'était tu vas en chier pendant 1 mois, mais après t'es tranquille, tu seras fier de toi. Et donc voilà, tu mets ta vie en parenthèse là et tu mords sur ta chic, quoi. Ouais. Et ça, de savoir que je suis capable de le faire même en étant adulte, parce que du coup, j'avais pas fait ça depuis genre 6 ans, quoi, 7 ans, même plus. Je savais pas si j'étais capable en vrai de pas péter un immense câblos. Et donc ouais, c'est presque rassurant en vrai de se dire ok, je suis toujours capable quand je veux de me donner les moyens et de me mettre une structure. Mais tu parles d'un temps court. C'est vachement intéressant de savoir comment on fonctionne parce que j'imagine que pour la suite de tes projets, bah voilà, tu sauras que tu es une meuf qui est capable de donner 300, mais sur un laps de temps plus court. En revanche, toi, tu as quand même un truc de la tournée qui, chez toi, dure 1 an et demi. Oui, mais la tournée, tu bosses très fort pour le spectacle et après, c'est de la... comment on dit, vitesse de croisière? J'ai pas le permis. Le truc où tu... Mais j'ai pas le permis bateau, quoi qu'il arrive. Non, on dit pas ça pour la voiture aussi? Vitesse de croisière, bon, non, peut-être. Je suis pas très bonne conductrice. Tu mets la 5e et je crois. Juste, tu te laisses aller, quoi. Ok. Et donc, la tournée, globalement, justement, moi, je passe en hebdo pour les gens qui doutent parce que je suis en tournée et donc j'ai énormément de trains. J'ai beaucoup de temps de cerveau parce que de toute façon, le spectacle, il est écrit. Donc, juste, je vais dans une ville, je fais mes balances, je joue, je repars. Et donc, voilà. J'ai 1h30 hyper intense où là c'est trop cool et tout, et en dehors de ça je peux utiliser toute ma tête pour faire d'autres choses. Et ça te permet de pas être dégoûté de ton spectacle parce que justement t'as une date, c'est par semaine? Non, j'en ai 2-3 par semaine. Ouais, c'est 2-3 pour une question de spectacle, c'est ça? Où tu loues un équipement et t'es obligé Non, c'est juste, j'ai demandé à pas en avoir plus que ça. C'est beaucoup déjà. Ouais, mais quand je vois des gens, Paul Mirabel, Bérangère Krief et tout, ils s'enchaînent des 4-5 dates. Oh la vache. Moi, vraiment, j'aurais trop envie de me flinguer. Et c'est hyper important pour moi. Et d'ailleurs, là, j'ai la tournée le début 2025.
j'avais moins aimé la tournée parce que justement, j'avais pas de projet sur le côté. Et donc, j'étais à fond stand-up et ça, c'est vraiment pas cool. Et donc là, je suis trop contente d'avoir beaucoup de podcasts sur le côté. J'ai bossé sur une série avec Rebecca Zlotowski. Donc, c'était tellement excitant et j'étais hyper stimulée. Et ça, à l'écriture ouais, j'ai punché. J'ai mis des blagues génial. dans tout. Et ouais, je les aimais trop. Et des petits trucs comme ça, tu vois, d'écriture et tout. Ouais. Et c'est hyper excitant sur le court terme. Stimulant. Et donc, j'étais à fond. Et ouais, ça permet de continuer à aimer le stand-up, quoi. Mais c'est ça. Ouais. Parce que quand t'as un cerveau comme le tien, moi, je fonctionne comme toi. Je suis capable de tout donner, puis après, je crache et j'ai l'impression que pendant 15 jours, après, je suis la pire des larves et j'ai ce truc-là un peu ambivalent et je me l'associe très, très vite. Oui, pareil. Ouais, c'est terrible, ça. Pour tes blagues, pour tes vannes, tu le disais tout à l'heure, à l'instant T, ça fonctionne et je les apprécie. Et puis, quand je change de mood, je me reconnais plus vraiment. Est-ce que tu retransformes ton spectacle dans ces cas-là ? Comment ça se passe ? J'ai des petites vannes qui s'ajoutent, mais en vrai, moi, j'aime bien l'idée d'œuvres figées et de pas commencer... Parce qu'il y en a, ils gardent le même titre, la même affiche, mais ils changent des bouts de 10 minutes, 15 minutes et tout. Et moi, ça, j'aime pas trop. Parce que je me dis, vas-y, là, je fige qui je suis maintenant. Mais ouais. Et j'ai demandé une tournée courte. Donc, on a fait que 2 ans. Alors qu'en vrai, 2 ans, c'est pas beaucoup pour une tournée d'humour. Ah ouais. Et c'est juste que, visiblement, j'adore ne pas être rentable. Donc, j'ai demandé hyper court... parce que je veux assez vite passer à autre chose et je veux pas avoir le temps de me lasser, quoi. Wow, déjà 2 ans. Ouais, mais 2 ans... Ouais, 1 an et demi. Non, mais c'est génial, en vrai. Rodage, ouais. Et puis, je voudrais surtout pas que ce soit mal pris parce que la réalité, c'est que c'est génial de savoir qu'on peut vivre de son art à 2 ans près, alors que ce sont quand même des métiers où... Et puis surtout, ton spectacle, il est prêt, t'es safe, t'as ton taf, mais t'as le cerveau dispo. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que tu kiffes méga fort le soir, tu t'amuses et en dehors de ça, tu fais ce que tu veux. Donc c'est cool. Donc les gens savent que quand ils viennent te voir, ils viennent voir quelqu'un qui est trop heureuse de son spectacle. Et du coup, tu donnes beaucoup plus en vrai. Parce que quand tu t'es fait chier toute la journée à pas savoir ce que tu voulais faire dans ta vie, tu remets tout en question et t'arrives là-bas, t'es en mode ah putain, flemme quoi. Donc ouais, là au moins t'es bien, t'es stimulé. Ouais, c'est cool. La leçon, c'est peut-être que t'as bien fait de t'écouter à l'époque parce que jeter 30 minutes de son spectacle et réécrire 30 minutes en un mois, c'est quasiment du jamais vu. C'est bon, stand-up, c'est beaucoup. Quoi, mais c'est beaucoup, d'aucuns diraient que c'est un peu suicidaire. Ouais, mais je pensais pas que j'allais jeter autant et réécrire autant. C'est juste que j'étais là, allez, vas-y, me fais... t'as 2 semaines réécriture, t'as 2 semaines tac. Ouais. Mais surtout, ce qui m'a aidé, c'est d'abandonner en juillet. Hein. Et vraiment, là, j'ai fait n'importe quoi. Et je trouve que des fois, c'est important de faire n'importe quoi. Et vraiment, pour une fois, lâcher le contrôle. Ça débloque beaucoup de choses, en vrai. J'ai revécu, pas l'été dernier, mais l'été d'avant, un peu comme l'été de mes 23 ans, où tout d'un coup, je suis ressortie. C'était les JO. Ah putain, ça devait être chouette comme ambiance. C'était incroyable. Et cet été-là, vraiment, j'ai eu l'impression d'avoir 23 ans avec un peu plus d'argent, quoi, tu vois. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais oublié cette partie-là de moi-même, de sortir et d'être comme toi dans un lâcher-prise. Et je trouve que c'est tellement important. Et c'est une réflexion que j'ai en ce moment de me dire, punaise, j'ai l'impression que la génération d'après, la Gen Z, elle a plus accès à ça. Parce que même, tu vois, d'un point de vue... tendance vestimentaire en ce moment, c'est très sage. La période est on s'habille chic, elles s'habillent presque comme des trentenaires alors qu'elles ont 20 ans. Ah ouais, moi je suis au courant de rien dans la mode. On se maquille très élégamment, on a les cheveux tirés, des blazers très chics, très Victoria Beckham qui a 50 ans. Ok. Alors qu'elles ont la vingtaine, et tu sais, nous, à notre époque, on mettait des leggings Galaxy et ça partait en soirée hipster. On était horribles, mais... on s'éclatait et on n'avait pas ce truc à l'heure actuelle que je trouve très dans le contrôle, justement, où on oublie un peu de juste lâcher et de déborder. Je n'ai aucune notion de qui sont les jeunes. de qui sont-ils pour moi, les jeunes, c'est juste... ils se collent les cheveux... tu vois, ils font des petites mèches collées en faisant des formes. C'est le seul truc que je connais de la jeunesse. Déjà, quand on dit pour moi les jeunes, c'est qu'on en appartient pas. Ouais, pas bon, c'est que ça fanny. C'est que ça fait longtemps. Moi, ça me pose problème parce que t'as quand même 1 an de moins que moi. Non, 3.
sans vouloir. Tout à l'heure, j'ai dit que t'avais 33 ans, mais du coup... Ah ouais? T'as 30 j'ai pas ans entendu. J'ai 31. Waouh. Wow. Ouais. Ok, et ça y est, toi, tu te considères plus jeune? Ça me fait Bah, très, en très tout peur. cas, j'ai abandonné le fait que TikTok, je vois pas l'intérêt. Ah ouais, t'es vraiment Ouais, mais en fait, ça ne m'amuse dans pas. une autre sphère. Ouais, C'est ça drôle. ne m'amuse pas, donc je me dis, tant mieux. Comme ça, je tombe ouais. pas dans des vortex de temps perdu. Ouais, Puis, grave. ouais, des trucs comme ça où je me dis, vas-y, je vais pas m'acharner. Je fais ce que j'aime bien faire et ouais, c'est pas cool, hein, mais... C'est drôle. Ouais, tranquille, quoi. Ah ouais, pas moi. Je trouve ça marrant. Quel serait le mot de la fin de cet épisode? Si tu devais repenser à cette période-là. Je dirais... c'est un truc dont tu avais discuté avec Lapis justement dans ton épisode. Moi, je crois beaucoup à ce truc de si les choses n'arrivent pas, elles arriveront au bon moment. Si quelque chose arrive, il y a une raison. Et je me suis fait la réflexion il y a quelques jours. J'ai crashé une voiture parce que je conduis mal. Et je me suis dit, peut-être c'est vraiment juste pour me rassurer, parce que c'était la voiture d'un pote en plus, je me suis dit, peut-être que si j'avais repris la route ce soir-là parce que je l'avais pas craché, on se serait tué. Et donc je me dis, excellente nouvelle que je l'ai craché. Et je me dis souvent des trucs comme ça pour essayer de me pas, parce que putain, j'avais envie de me foutre une balle, d'avoir pété sa caisse et tout. Mais je me suis dit, vas-y, peut-être c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. De fou, je suis trop d'accord avec toi et je pense qu'en plus, c'est une manière de réfléchir à la vie qui fait qu'on se sent beaucoup mieux dans sa peau et on accepte beaucoup mieux ce qui se passe autour de nous. Ouais. Et la réalité, c'est qu'après avoir enregistré avec plus de 300 invités, je peux plus croire encore au hasard. Tout est juste, quoi. Ouais, je crois que des fois, c'est pas le bon moment, ça arrivera plus tard. Vraiment. That's fine. Et quand ça arrive enfin, mais on l'apprécie d'autant plus, tu sais, en se rappelant que on l'attendait à une époque où effectivement, parfois, on n'était pas tout à fait prêt à le recevoir de la bonne manière. Putain, même des gens que j'ai reçus, Nadia Tereskevich, que j'ai enregistrée tantôt, je devais la faire il y a 6 mois. Et je me dis, mais là, elle sort 2 films où c'est encore plus intéressant d'en parler maintenant. Et je me dis, mais c'est trop bien qu'à l'époque, ce soit pas mis, quoi. Et si tu vois, même des bêtes trucs comme ça, mais c'est... Oui, ça n'a pas besoin d'être un truc énorme. Et plus tu réfléchis à ça, et plus tu commences à voir un peu les choses autour de toi. Et c'est chouette, c'est presque un jeu. Et ça permet d'être plus dans la gratitude. Et même quand ça se passe pas comme on voudrait, comme tu le dis, ce crash-là, c'est assez juste de réfléchir à tout ça comme ça. Merci. Maintenant, je dois quand même payer un pare-choc. Ouais. Merci beaucoup. Avec l'argent du podcast, il y aura une cagnotte. Le Patreon. La tristesse. La tristesse. Oh, moi, j'ai une... Bon, bref, je suis en train de repartir. Ce n'est pas très intéressant. Ta phrase de fin était parfaite. Merci, Fanny. Merci à toi.